Bonsoir, je dis bonjour, c'est pas grave, on peut dire tout ce qu'on veut, de toute façon, c'est la fête, c'est le week-end, c'est cool, c'est tranquille, on va pouvoir s'amuser, se détendre, partir en vacances, rentrer de vacances, etc., etc. Il y en aura pour tous les goûts. Enfin, pas ici, pas dans le LMV. LMV 150 ce soir, on va parler de quoi? On va parler d'une histoire vraiment, vraiment, vraiment très, très émouvante. Euh, En anglais, on dirait bittersweet. En français, c'est aigre douce un petit peu, quelque chose comme ça. Une histoire qui va nous emmener aux États-Unis aujourd'hui, et vous allez voir, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose parce que euh, peut-être il y aura besoin de Kleenex. Mais enfin, on est toujours positif, on est toujours optimiste, et c'est tant mieux. Salut Alexandra, salut Christophe, salut Maribo, bonsoir pour les premiers qui arrivent. Salut Cédric, je sais plus où tu es, quelque part dans le monde. Ici, je crois que tu es, je sais même plus où tu es. Comme tu changes tous les mois, j'arrive pas à savoir. En tout cas, eh ben sois le bienvenu et merci de passer faire un petit tour. Merci Crafty Girl, comme toujours, la première à partager la vidéo. Euh, Merci à toi, c'est génial. Alors comme Crafty Girl, n'hésitez pas à partager la vidéo tout de suite. Il y a un bouton autour quelque part qui vous permet de vous partager le live. Pourquoi c'est important? D'abord, ça me permet de faire passer le message à plein de personnes que je ne connais pas personnellement, mais qui font partie de vos listes d'amis. Et parmi ces personnes, et c'est ça qui est vraiment le plus important, c'est qu'il y a peut-être une parmi elles qui va être touchée par l'histoire que je vais raconter et qui va faire qu'elle va changer un tout petit peu, peut-être ses habitudes, peut-être une façon de faire, peut-être vis-à-vis d'un membre de sa famille ou d'un ami ou de quelque chose, d'une action, ou peut-être même plus, pourquoi pas, ça va peut-être pas changer sa vie, mais au moins sa vision des choses pour l'avenir. Et ça, c'est super important. Salut Nicolas, ça va? Ce soir, Nicolas, non, 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 tu fais pas partie de la liste. Désolé, tu fais souvent. Hein. Cédric, qu'est-ce que tu me racontes? Cédric, salut Chantal, tu vas bien? Un petit mot dans un instant. Je suis à Venise, à Venezia, la Serenissima. Les gondoles, promenade en amoureux. Allez, professeur, je crois que tu as déjà été, hein, je crois que ça t'a plu. Eh bien, reçois un salut amical depuis le Japon. Ça fera plaisir. À propos de Japon, à ceux qui ont suivi Facebook, on a eu un petit tremblement de terre tout à l'heure, il y a à peu près 2 heures. Là, alors, s'il y en a un maintenant, bah, ça coupera. On en a eu il y a à peu près 2 heures, c'était un 4 sur l'échelle de Richter, donc la routine, on va dire, etc., etc. On est habitué. Ça va pas nous changer. Enfin, comme je disais dans les commentaires, hein, ceux qui ont eu la gentillesse de commenter, c'est vrai qu'après Fukushima, hein, j'en parle de temps en temps, j'en parle même assez souvent parce que c'est important. Après Fukushima, on garde toujours un petit stress là, ici, là. Il y a un petit stress. Avant Fukushima, j'en ai vécu, je sais pas, des dizaines et des dizaines de tremblements de terre parce que le Japon, bah, ça bouge tout le temps. Et puis bon, ça va, hein, mais depuis Fukushima, ça, c'est autre chose hein, quand même. Donc voilà, bref, on s'en fout, c'est pas ça le plus important. Je voulais vous dire un petit mot de Chantal qui est parmi nous. Rappelez-vous, ce soir, minuit, c'est terminé. On ferme la cagnotte et on l'offre à Chantal. En tout, on a recueilli entre les dons directs vers Chantal et ceux sur la cagnotte. Vous avez le lien, Maribo l'a mis tout à l'heure, juste au début du direct dans les commentaires. Donc allez directement dans les commentaires si vous voulez voir où on est le fond. Il y a un peu plus de 500 euros maintenant, plus environ 500 euros, je ne crois pas me tromper, Chantal, que tu as recueilli directement par des dons directs, et ça c'est encore plus génial. Donc voilà une somme d'argent qui va aider Chantal à se relancer dans la vie après son histoire poignante. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Chantal, allez à l'épisode 144 ou allez sur le lien que vous avez Maribo pour connaître cette histoire et si vous le pouvez, l'aider parce que vraiment, vraiment, elle le mérite et elle en a besoin. Et je suis sûr que Chantal va faire plein de belles choses dans l'avenir une fois qu'elle se sera remise sur pied. Ce soir, minuit, c'est fini et on enverra la cagnotte à Chantal. Et merci déjà à tous et à toutes d'avoir fait passer le mot, parce que je crois que l'épisode 144, j'ai pas regardé, mais c'est l'épisode de LMV, du meilleur est à venir, parmi les 150, celui qui a été le plus vu de tous. Hein. Donc, c'est tant mieux. Ça me fait bien plaisir. Salut Mercedes, on va parler de toi dans quelques instants aussi. Tu sais pourquoi d'ailleurs.
Et puis c'est tout. C'est tout. Dès la semaine prochaine, donc, on va changer les horaires parce qu'ici, il est plus de minuit et demi. Et donc, on va faire ça un petit peu plus tôt, sinon j'ai du mal à travailler, à me lever le matin. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pas grave. Manon, salut, bonjour. Voilà. Le moment suspendu. Alors, le moment suspendu, je vous en ai parlé hier. Le moment suspendu, il y a eu un petit moment suspendu avec mon petit samouraï, mon petit ninja, Hugo. Je ne veux pas vous raconter l'histoire. Si vous voulez savoir quel était mon moment suspendu hier, allez voir l'épisode 149, voilà, et vous saurez ce qui s'est passé sur le quai d'une gare avec mon petit ninja. Mais pour ceux et celles qui voulaient le savoir, je voulais vous montrer quand même ce fameux Shinkansen, le dernier né des Shinkansen, le Hayabusa, dont on est fan tous les deux. Il faudra que je vous montre ses chaussures. Ce ne sont pas là, elles sont dans la chambre, mais il faudra que je vous montre ses chaussures. Et je vous le montre, le Hayabusa, parce qu'il est beau. C'est un train qui est magnifique. C'est quand même plus beau, désolé, c'est quand même plus beau que le TGV. Même si le TGV a battu des regards, regardez-moi. Ah, on le voit pas bien. Là. On le voit, on le distingue. Voilà, vous le distinguez, voyez-moi ça. Regardez-moi ce museau absolument, enfin, ces lignes épurées, c'est génial. Eh bien, c'est ça. Ça a été notre moment suspendu hier. Je vous ai raconté l'histoire, je ne vais pas la raconter deux fois. Ce sont ces petites choses que l'on vit à deux, à trois, en solitaire, pendant quelques instants. Et Suzy, qui n'est pas là ce soir, mais qui regardera le replay, j'en suis certain, a dit pour elle, le moment suspendu, c'est le moment où l'on prend le temps de s'autoriser à rêver. Et je trouve ça très beau, comme définition du moment suspendu. Voilà. Ça, c'était hier, pas hier, il y a 2 jours, avec mon petit garçon Hugo, sur le quai de la gare d'Oyama, près de Tokyo. On a vu passer le Hayabusa. Enfin, ça y est, je vais pas vous la raconter. Hein. Vous l'avez entendu et je vais pas me répéter. Donc voilà, la définition de Suzy, ça va être la définition officielle du moment suspendu. Alors le problème, c'est que je la mémorise et ça, je vais pas y arriver. C'est le moment où l'on prend le temps de s'autoriser à rêver. C'est joli. Prenez quelques instants, quelques minutes pour vous autoriser à rêver dans la journée. C'est important. Enrichir là-dedans. Eh ben oui, mais tout ça, alors c'est quoi le moment suspendu ce soir? Monette, il est beau. Salut Monette, il est beau ce TGV. Oui, c'est pas un TGV, hein, c'est un Shinkansen. Mais le TGV, pour tous ceux qui sont comment dire, franchouillards, je sais plus comment on dit, le TGV est plus rapide que le Shinkansen, hein, en vitesse pure. Le TGV a dépassé les 500 km/h, je crois, en vitesse pure. C'est pas la vitesse qu'utilisent les passagers, mais en vitesse pure. Et le Shinkansen arrive à 440, mais tous les deux sont limités à 320 avec des vrais passagers. Pas prendre de risques non plus. Alors, le moment suspendu, le voici. Et c'est bien sûr Mercedes, photographe exceptionnel, qui a partagé un cliché qui date de septembre, hein, c'est ça, septembre 2016, mais qui est magnifique. Regardez-moi ça. Ah bah oui, on voit plus rien là. Voilà, je le mets en gros. On voit pas bien, mais c'est la mer, c'est en Belgique. Il y a des nuages. Et ici, on le voit pas bien. Et je vais vous le partager sur la page Le Mérite à venir. Il y a des nuages qui font un espèce de mouvement. On dirait une note de musique. Alors je sais pas comment tu as fait ça. On voit pas bien, ouais, malheureusement. Ouais, voilà. Mais c'est absolument superbe. Salut Christophe. C'est gentil de venir faire un petit coucou. Salut Mireille. Oui, tu as raison Mireille. Mercedes est exceptionnelle au niveau des clichés. Enfin, tout le monde fait de beaux clichés, même moi. Et je dois vous dire que, même s'ils sont pas beaux, c'est pas grave. C'est un moment suspendu. Ils sont importants pour nous. Je suis en train de regarder comment ça s'appelle, une clé Wi-Fi ici. Et je sais pas ce qu'il me raconte. Un truc en japonais, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de voir, et je sais pas si je suis branché en fait, si le live est branché. Si j'appuie sur OK, peut-être que ça va couper, on va voir. Hein. Vous êtes toujours là? Ça marche toujours? Bon, c'est bon. Donc j'étais sur la Wi-Fi locale, donc c'est pas grave. Myriel, elle trouve toujours le petit plus qui fait la merveille. Ouais, mais chacun a ses talents. Voilà, c'est un des talents de Mercedes qui doit rougir en ce moment. Mercedes qui dit prise au bon moment, tu l'as vraiment prise au bon moment, c'est exactement ça. Donc voilà, c'était le moment suspendu du jour. Pensez bien au moment suspendu, c'est très important.
avec quelqu'un de votre famille, des amis, un inconnu, quelqu'un, un bonjour, un petit coup de main, regarder un paysage, admirer un tableau, ça peut être n'importe quoi, et ça vous donne votre moment suspendu du jour. Ouais, félicitations Mercedes, tu es vraiment fantastique pour ça, et avec Lily aussi, Lily est excellente, vous avez des clichés, mais vous êtes doué pour ça, vous le travaillez, ça fait peut-être plusieurs, ça fait vous en prenez des clichés pour arriver à faire ça. Ça vient pas tout seul non plus, c'est du travail. Et le résultat, c'est pour nous, c'est notre plus grand plaisir. Alors, que partager aujourd'hui? Monette, puisqu'on parle de toi, tiens, j'ai bien aimé celle-là. Si t'es bête comme tes pieds, mets des talons compensés. C'est bon ça. C'est bon. C'est de la bonne. C'est de la bonne. Hein? Oui, c'est de la patience, Mireille, tu as raison. Eh ouais. C'est très vrai. C'est très très vrai. Une autre sur les boulets. Les boulets. Des boulets, il y en a partout. C'est les canons qui se font plus rares. C'est désolé, mais. Ah, elle m'a fait rire celle-là aussi, ouais. C'est bête, mais c'est bon. C'est bête, mais c'est bon. Allez. Ah oui, pour ceux et celles qui n'ont pas compris le Brexit, qu'est-ce que c'est que le Brexit? Un exemple, façon de voir le Brexit qui est toute simple. C'est évident le Brexit. Le Brexit, c'est ça. Voilà. Là, c'est les Anglais. Et là, c'est le reste de l'Europe avec toutes leurs spécialités. Je trouvais ça excellent. Ouais. Excellent. Sinon, quoi d'autre Monette qui est en forme en ce moment. Monette, tu partages beaucoup de... allez, soyons rebelles. J'ai mis un jeton Carrefour dans un caddie Auchan. Je suis trop un rebelle. Il est bon de celle-là. Chiara aussi a partagé quelque chose d'intéressant. Allez, voir ça. C'est une conversation. Hein. Ma femme s'est fait voler sa carte bancaire. Merde, et t'as porté plainte? Non, pas de suite. Le voleur dépense moins qu'elle. Un peu dur. Un peu. Bon, allez. Et si on parlait des connards? Et si on parlait des connards? D'abord, on va donner une définition des connards, d'accord? Commençons par une définition qui a été partagée par Monette, encore une fois. Qu'est-ce qu'un connard? Comment ça s'écrit, un connard? Ça s'écrit comment, l'orthographe? Ah, on va y arriver. Connard, ça prend une ou deux baffes. Oh, elle est bonne. Je n'ai pas fini. Alors, celle-là aussi est pas mal, toujours dans le même domaine. Parce que avec les connards et la connerie, vous savez, on peut gagner de l'argent. Écoutez-moi ça. Écoutez, c'est Nicolas. Nicolas, j'ai dit que j'avais rien de toi ce soir, mais si. S'il y avait un impôt sur la connerie, l'État s'autofinancerait. Ah, j'ai du mal à vous la montrer celle-là. Elle est signée Jean-Yann, hein, partagée par Nicolas. S'il y avait, je ne sais pas comment on la mettre, s'il y avait un impôt sur la connerie, l'État s'autofinancerait, signé Jean-Yann, regretté Jean-Yann, qui avait beaucoup d'humour, hein, très fin. Et puis une dernière sur la connerie, parce qu'on est dans le domaine, qui est pas mal non plus. Il y a l'intelligence artificielle, il y a aussi la connerie naturelle. Ah là. Elle est bonne. Et puis on en a presque terminé pour aujourd'hui. Enfin non, j'en ai beaucoup. Ah oui, genre des conneries, des gens un peu simples. Vous connaissez les téléréalités, hein? Ça vole haut dans les téléréalités. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? La villa des anges de la téléréalité évacuée ce matin suite à la découverte d'un colis suspect. On rassure les familles, c'était un dictionnaire. Ah, les boulets. Et puis, puisqu'on est avec les
les participants aux téléréalités. Voici une autre partagée par Christian cette fois-ci. Christian que l'on salue, qui n'est pas là ce soir. Avec cette photo, ces jeunes femmes sur un tracteur, elles viennent de découvrir que les tracteurs coûtaient plus cher que les BMW. Bon, ok, limite, mais... Ce qui est bien dans l'image, bon, c'est que la photo et le texte n'ont rien à voir. C'est-à-dire c'est une image qui a dû être faite pour un... Je ne sais plus pourquoi, pour quelle raison, mais c'est la personne qui a mis ces sous-titres, cette légende-là qui est bonne. L'humour est excellent sur ça. Il fallait y penser, coller... Vous savez, avoir une image, on a une image, mais l'image sans le texte, ça donne rien. Et c'est là tout le génie de ceux et celles qui arrivent à mettre une image et un texte avec. Et parfois, c'est à partir d'un texte, on rajoute une image, ça c'est encore plus difficile. Petite dernière pour la route. Petite dernière de Monette, hein, qui est en pleine forme en ce moment. Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche. Signé Jean-Claude Fantin. Toujours aussi bon. Même elle est mode, celle-là. Elle me fait rire a posteriori, parce que je vois bien la voyante qui n'arrive pas à dormir. Purée. Puis en plus décrocher avant que ça sonne, bah, ça donne rien. Elle est drôle à plusieurs niveaux en fait, à plein de niveaux. Bon, on va pas philosopher là-dessus. On va aller tout de suite avec l'histoire du jour. Et l'histoire du jour, elle va nous emmener aux États-Unis. On va aller aux États-Unis à la rencontre d'une famille qui habite dans le Wisconsin. Wisconsin, c'est à la frontière avec le Canada, avec les Grands Lacs, là-haut, à côté du Michigan, à côté de Chicago. Et on va rencontrer la famille Connor. Les voici. Je vous les montre. Je vous les présente. On ne les voit pas bien sur ma photo comme d'habitude. Ici, c'est Bill, le papa. Ici, c'est Abigail, ou Abby, la fille, qui a 20 ans. Et là, c'est Austin, le garçon, le fils, qui a 22 ans. Famille heureuse. Austin finit son université. Il va être diplômé dans quelques mois. Et ça, c'est donc la jeune sœur, Abby. Et donc, le papa travaille, tout va bien dans la famille, etc. Et au mois de janvier de cette année, Abby et Austin partent en vacances. Ils ont un break. C'est pas spring break, mais c'est presque pareil. C'est spring break d'ailleurs. Et ils partent, ça dépend à quel moment, quelle université, mais ils partent à Cancun. Cancun, c'est une station qui se trouve... je suis en train de me gratter, moi, excusez-moi. C'est une station qui se trouve au Mexique et qui est très prisée par les étudiants américains parce que c'est là où ils font ce qu'on appelle spring break. Je ne sais pas si vous connaissez, spring break, c'est là où vraiment tous les étudiants des États-Unis, enfin, une grande majorité, viennent s'éclater après des examens, etc. Et l'alcool coule à flot, le reste aussi, les drogues circulent, etc. Bref. Donc, Austin et sa sœur Abby, vont en vacances à Cancun pour une semaine. Et le père les amène à l'aéroport, il dit faites attention, bien sûr, etc. Et ils partent là-bas pour une semaine. Donc ils s'éclatent, ils arrivent là-bas avec leurs amis, etc. Ils sont dans un bel hôtel, il y a une piscine, etc. Ils s'amusent bien. Et quelques jours plus tard, donc début de cette année, en janvier, le père, Bill, reçoit un coup de fil de l'hôtel où sont ses enfants. Et un coup de fil affolé. Ils lui disent je suis désolé, il est arrivé un accident, il y a eu un accident, c'est pas ce qui s'est passé. Et vous imaginez le papa, l'angoisse terrible, et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui explique que ces deux enfants ont été retrouvés dans la piscine, la tête dans l'eau, en train de flotter. On les a retrouvés, on ne savait pas depuis combien de temps ils étaient là. Tout de suite, les secours sont arrivés le plus rapidement possible. On les a emmenés en ambulance. Et ils sont tous les deux entre la vie et la mort. Vous imaginez bien sûr que Bill, le père, paniqué, terrifié, terrassé, il se dit c'est pas possible. Il a une assurance, il fait jouer cette assurance, et il fait rapatrier le plus vite possible ces deux enfants
dans un centre spécialisé en Floride, dans un hôtel qui est à Fort Lauderdale, et dans lequel ces deux enfants vont être soignés. Voilà en gros l'histoire, je vous passe les détails. Lorsque lui-même débarque dans cet hôpital en Floride, on lui apprend que Austin est sauvé. On a réussi à le réanimer, etc. Malheureusement, pour sa fille, pour Abby, les choses se sont mal passées et on n'a pas réussi à la réanimer. Elle a fait plusieurs arrêts cardiaques et il y a eu trop de, je suis en train de parler en anglais, de damage, le cerveau a été trop abîmé et elle ne pourra jamais vivre. Elle est dans un lit d'hôpital, on la maintient artificiellement en vie, elle ne pourra plus vivre, donc elle est pratiquement comme on est dans un état végétatif. Alors Bill, le père, est content parce que Austin est sauvé, mais Abby, c'est fini. Et puis on lui livre une autre information, parce que lui dit, mais moi je ne veux pas que vous la mainteniez en vie, elle est morte, il faut débrancher les appareils, je voudrais l'enterrer, etc. Et là les docteurs de l'hôpital, de cet hôpital de Floride, lui expliquent, mais on la maintient en vie pour une raison très simple. On a regardé dans ses papiers, et surtout, on a regardé son permis de conduire. Alors, vous ne savez peut-être pas pourquoi ils ont regardé ce permis de conduire, mais j'ai vécu, vous savez, une dizaine d'années aux États-Unis, et j'avais mon permis de conduire, et tous les Américains ont dans leur permis de conduire, qui a la forme d'une carte de crédit, il y a un petit autocollant qu'on peut mettre dessus, un tout petit autocollant, du moins dans l'État de Californie, là où j'étais, c'est un petit autocollant qu'on met dessus, et quand on met cet autocollant, c'est un tout petit rond, qui était rose à l'époque, quand j'y étais, lorsqu'on met cet autocollant rose sur son permis de conduire, cela indique si nous arrive quelque chose, si on meurt, on fait don de nos organes. Et il se trouve que Abby, au moment où elle a passé son permis de conduire, lorsqu'elle avait 16 ans, tout de suite, elle a voulu faire des dons de ses organes s'il arrivait quelque chose, et son père le savait. Et il s'en rappelle à ce moment-là, et maintenant il comprend pourquoi les docteurs maintiennent sa fille en vie. On est le 12 janvier. Le même jour, à plusieurs centaines de kilomètres de là, en Louisiane, un garçon de 21 ans est pris de problèmes cardiaques. Il a cru qu'il avait un problème, du mal à respirer. Les heures passent, il se rend à l'hôpital, on fait des examens et on se rend compte qu'il a une infection. Il y a un virus qui est rentré, il y a quelque chose et ça ne va pas bien. Et son cœur est en train de lâcher. On essaye de lui donner des médicaments, les heures passent, ça ne va pas, etc. Et ce jeune garçon qui s'appelle Lumont Jack Jr., on va l'appeler Lumont, est en train de mourir. Et les docteurs lui disent, vous avez 10 jours maximum avec ce cœur, il faut trouver un autre cœur. Et vous voyez où je veux en venir. Il y a une sorte de database de données réunies, nationales, au niveau des États-Unis. On essaye de faire correspondre qui a besoin d'un cœur et qui est donneur de ce cœur. Et il se trouve qu'au moment où le garçon Lumons est dans son lit d'hôpital, en train de paniquer avec sa famille, en se disant que ça va être terrible, il ne va pas trouver un cœur, eh bien il en a un qui est prêt à être donné. Le 12 janvier au soir, on prend le cœur de Abby, on l'emmène en avion express, en avion privé, jusqu'en Louisiane, et le 13 janvier au matin, on fait une opération pour changer donc, le cœur, remplacer le cœur de Lumont dans cet hôpital de Louisiane. C'était pas, je sais plus où c'était, c'est pas grave, on s'en moque. Donc, Lumont est sauvé. Ce jeune homme de 21 ans va vivre parce qu'il a reçu le cœur de quelqu'un qui a décidé de faire don de ses organes. Cette jeune fille de 20 ans qui s'appelait Abby et qui maintenant est bien sûr décédée. Non seulement elle a donné son cœur, mais elle a donné 4 de ses organes à d'autres receveurs qui ont reçu ses organes et qui ont survécu grâce à elle. Mais elle a également donné ses yeux, là c'est plus pour la recherche, pour la science, et également
les tissus cellulaires qui vont être utilisés pour des expériences. Alors, vous allez me dire, bah c'est une belle histoire, mais c'est quand même un petit peu triste tout ça. Et c'est pas fini. Parce qu'on revient au père, Bill, le père de cette jeune femme. Et maintenant, cette photo de famille, vous la voyez d'un autre œil, bien sûr. Abby est décédé, Austin est sauvé, et Bill, eh ben, est triste, vous imaginez, désespéré, et doit faire son deuil. Aux États-Unis, on sait qu'on doit faire son deuil. On doit le faire d'une façon ou d'une autre. C'est très naturel chez les Américains. On le fait de façon ouverte, on ne se cache pas. On ne se cache pas dans son coin. En Europe, on est plus à l'intérieur, mais les Américains sont très ouverts. Ils savent qu'ils doivent faire leur deuil. Et donc, Bill sait qu'il doit faire son deuil. Et il décide, pour faire le deuil de sa fille, parce qu'en même temps, il est fier d'elle. Elle est décédée, mais il est fier d'elle parce qu'elle a donné ses organes pour sauver d'autres vies. Et ça, c'est exceptionnel. Alors il prend une grande décision. Il aime faire du vélo. Et il décide de traverser les États-Unis, nord-sud en gros à peu près, le long de la côte est, en vélo, sur une distance, un parcours qui va l'emmener sur 3000 km. Il va parcourir les États-Unis comme ça, du nord au sud, depuis le Wisconsin jusqu'au sud. Et pourquoi? D'abord pour faire son deuil personnel, pensant à sa fille, à tout ce qu'elle a fait, et également pour parler aux gens le long de son parcours, pour les inciter à faire don de leurs organes. Car le don d'organes, c'est sauver des vies tout simplement. Et donc le voilà parti. Il attend quand même que son fils Austin reçoive son diplôme de l'université, parce qu'il allait être diplômé, et ensuite il s'élance sur les routes américaines, Wisconsin, et il descend toute la côte ouest, ainsi de suite, au fil des mois. Donc c'est beau ce qu'il fait. Non seulement il fait son deuil, mais en même temps, il passe l'information. Il encourage les gens à donner leurs organes, à mettre ce petit autocollant. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres États américains, moi je parle de la Californie où j'étais, à mettre ce petit autocollant, ce petit sticker qui permet de faire automatiquement les dons d'organes. Les kilomètres s'enchaînent. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Il traverse les différents États américains, il arrive au sud. Il passe même par la Floride, là, dans l'hôpital où étaient ses enfants, et en particulier sa fille. Il va rencontrer les médecins qui ont procédé aux opérations chirurgicales pour enlever le cœur, etc., et les autres organes, pour les remercier tout simplement du travail qu'ils ont effectué et d'avoir pu également donc sauver des vies de cette façon. Et puis, on arrive au mois de juin, donc il continue, et il se dirige vers la Louisiane. Rappelez-vous, en Louisiane, c'est là où ce jeune garçon de 21 ans, Lou Month, a reçu le cœur de Abby. Et à mesure qu'il se rapproche, il entre en contact avec Lou Month. Il entre en contact parce que les receveurs sont toujours anonymes aux États-Unis. Mais le donneur ou la famille des donneurs peut demander à contacter les receveurs, mais sans qu'ils le sachent, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas l'identité de ces receveurs. Et seuls les receveurs peuvent accepter qu'on donne leur contact à la famille des donneurs. Et Lou Month a accepté qu'on donne son contact au père de Abby, cette jeune fille qui a donc perdu la vie et donné son cœur à ce garçon. Bill a une idée derrière la tête. On approche de la fête des pères. Et en discutant avec Lou Month, il lui dit, écoute, ça serait peut-être sympa, ça va vous paraître bizarre pour vous, mais le jour de la fête des pères, j'aimerais vraiment vous rencontrer. Pour moi, ça serait une façon de clore ce deuil, d'une façon magique, un petit peu solennelle, et donc de pouvoir passer un nouveau chapitre de ma vie. Et Lou Month, ce garçon de 21 ans, qui donc a reçu le cœur de la fille de Bill, lui dit oui. Venez, passez, et c'est avec plaisir que je vous rencontrerai. Il continue les kilomètres,
Il continue son périple en vélo. Et le jour de la fête des pères, il arrive à Bâton Rouge, ville de Louisiane, là où se trouve Lou Month et qui l'attend. Les deux arrivent l'un en face de l'autre. Et bien sûr, immédiatement, il se serre très fort dans les bras. Très très fort. Un hug qui dure plus de 2 minutes. Et on ressent bien sûr toute l'émotion que peut avoir le père, mais également Lou Month. Et puis Lou Month se recule un tout petit peu. Et il sort de sa poche un objet. Et Bill le regarde et lui dit, mais qu'est-ce que c'est? Et il comprend. Lorsque Lou Month lui montre, il lui dit, oh, c'est un stéthoscope. Oui. Et Lou Month lui met le stéthoscope comme ça sur les oreilles. Et ensuite il donne le bout du stéthoscope, là où on écoute, à Bill. Et il ouvre sa chemise. Et Bill comprend. Alors Bill, main un petit peu tremblante, pose le bout du stéthoscope sur la poitrine de Lou Month. Et ainsi, le jour de la fête des pères, Bill peut écouter le cœur de sa fille qui bat toujours, qui est toujours en vie et qui donne la vie à une autre personne. Vous imaginez les larmes, vous imaginez l'émotion, parce qu'il y a toute la famille de Lou Month qui est là. Ça dure plusieurs minutes. Et bien sûr, Bill est ému aux larmes. Et Lou Month aussi est très ému parce qu'il explique que cette jeune fille, Abby, l'a sauvée. Mais lui, il ne peut rien faire pour elle. Il aimerait bien repayer, enfin, c'est pas repayer, c'est repay en anglais. Il aimerait bien lui donner quelque chose, mais il ne peut rien faire. La seule chose qu'il dit que je puisse faire, c'est donner tout l'amour que j'ai à ce père en lui faisant écouter le cœur de sa fille. Et ils font même un enregistrement du cœur de sa fille qui bat donc dans la poitrine de Lou Month, que Bill va emporter avec lui pour continuer son périple en vélo. Bill repart, parce qu'il n'a pas fini son périple, il y a 3000 km. Il le terminera le 10 juillet prochain, avec une journée spéciale où, encore une fois, il parlera de dons d'organes, de l'importance de dons d'organes, et de ce qu'on doit faire, et que chacun devrait faire pour sauver d'autres vies. Alors, c'est une belle histoire un petit peu difficile, mais quand même, ils ont eu de la chance, mais c'est bien que ça se termine comme ça, dans un sens. C'est un malheur qui est un petit peu tourné de façon positive. Et c'est ça qu'il faut y voir aussi, parce que on a tous des malheurs dans la vie, enfin, pas toujours, et heureusement, aussi importants que celui de Bill, mais de ces malheurs, on peut rebondir dessus et faire des choses plus ou moins exceptionnelles, chacun à notre niveau, bien sûr. On n'est pas obligé de faire comme Bill et parcourir 3000 km. Mais au moins, on a des exemples autour de nous. Regardez bien autour de vous, il y a des personnes qui sont exceptionnelles, dans votre quartier, dans votre ville, etc. Et c'est ça, je pense qu'il faut en tirer, en dehors de la belle histoire, de cette histoire de cœur entre Bill et Lou Month, c'est qu'on peut tous et toutes faire des choses exceptionnelles, rebondir par rapport à un drame qui nous est arrivé. Voilà. En ce qui concerne les dons d'organes, je ne connaissais pas la loi en France. Alors je me suis un petit peu renseigné, elle a changé au 1er janvier de cette année. Et la loi est nouvelle. On est en France donneur par défaut. Je ne savais pas. Moi je trouve ça très bien. On est donneur par défaut. C'est-à-dire qu'on peut prendre nos organes si on est cliniquement mort. Pour s'opposer à cela, je le dis quand même, il faut en faire la demande. Il y a un centre national, si vous ne voulez pas que vos organes soient pris après votre mort, il faut que vous en fassiez la demande. Il y a un endroit spécial, faites des recherches sur le net, vous allez trouver. Il y a un site web spécial qui regroupe tout ça. Il y a aussi un autre cas, c'est celui qui a été précisé dans la loi de cette année. Si vous l'avez dit de façon orale ou de façon écrite à un tiers, un membre de votre famille. Donc dans ce cas-là, on ne fera pas de don d'organes.
C'est un sujet délicat, Mercedes, c'est vrai. C'est un sujet délicat. Personnellement, oui, je vous avais dit, hein, sur mon permis de conduire en Californie, j'ai accepté de faire des dons d'organes parce que pour moi, on est mort, on est mort. Qu'est-ce qu'on va faire de nos organes? Autant les donner à quelqu'un si ça peut sauver une vie. Je crois que c'est le plus important. Soyons pas égoïstes. Après la mort, de toute façon, après c'est chacun, hein, que ce soit religieux ou pas, mais de toute façon, je crois que la plus belle chose à faire, c'est de donner ces organes, s'ils sont en plus sains, et ça permet de sauver d'autres vies. Voilà l'histoire de Bill que je voulais partager avec vous, et j'ai oublié de vous montrer la photo, je vais quand même vous la montrer, cette photo. La photo au moment où Bill et Lou Mons se serrent dans les bras l'un de l'autre, après qu'ils aient écouté le chœur. La voici. Très ému, Lou Mons, ici, et Bill, le père, à Baton Rouge, en Louisiane, il y a quelques semaines. C'était au mois de juin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, réfléchissez, et j'en profite pour le dire, les dons d'organes, ça peut sauver des vies, et ça fait avancer également la science. Alors, même si on ne vous donne pas aux organes, on peut utiliser votre matière cellulaire, vos yeux, etc., pour faire des expériences qui peuvent sauver d'autres, qui pourront sauver d'autres dans le futur. Donc, à vous de ne pas hésiter et de le faire. Moi, je suis pour à 100%. Montesquieu a écrit une belle phrase sur le cœur. Le cœur n'est jamais le cœur que quand il se donne. J'ai rien d'autre à dire. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve lundi, sans doute à un horaire différent. N'oubliez pas, si vous pouvez donner quelque chose pour Chantal, pour l'aider, ça aussi c'est une belle action. C'est un autre genre de don, mais qui est également très important. Je ferme la cagnotte ce soir à minuit. Regardez dans les commentaires un petit peu plus haut, vous trouverez le lien qui a été partagé par Maribo, que je remercie au passage. Bonsoir à tous, merci et passez un excellent week-end. À lundi, au revoir.